Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Vous avez bien sûr été commissaire européen, ministre de l'économie et des finances de Jacques Chirac, patron de 4 entreprises du CAC 40. On peut dire que vous savez de quoi vous parlez. J'ai envie de vous dire, si vous étiez ministre de l'économie du gouvernement de Sébastien Lecornu, qui vient de faire voter à l'Assemblée nationale un budget pour la sécurité sociale qui prévoit notamment le report de la réforme des retraites, vous seriez satisfait, vous diriez c'est une victoire ? Non, certainement pas. Et du reste, je me suis exprimé à ce sujet. J'estime que ce 9 décembre 2025 a été une journée funeste pour nous, pour la Ve République, mais aussi pour notre pays. Pourquoi dis-je cela ? Parce qu'effectivement, vous l'avez dit à l'instant, pour faire passer ce budget du PLFSS, donc social, de la France, je rappelle que lorsque Sébastien Lecornu démarre les discussions, il y a déjà 17 milliards de déficit, ce qui est tout à fait anormal. Et quand il est fini, il y en a 24 milliards, plus l'abrogation, suspension, mais ça veut dire en fait l'abrogation de la réforme des retraites. Or, cette réforme, elle était pour moi absolument cardinale. J'entends évidemment tout ce qui a été dit sur cette réforme. Et pourquoi les Français se sont tellement exprimés ? Parce que depuis 1982, on a le sentiment qu'une des grandes conquêtes sociales, notamment de l'ère Mitterrand, ça a été précisément de réduire la durée du temps de travail. C'était un acquis social incontestable. On est passé de 65 à 60 ans pour le départ légal de l'âge à retraite, de 40 heures à 39 heures puis 35 heures de temps hebdomadaire du travail, une 5e semaine de congés payés. Ce sont effectivement des acquis sociaux, dans la mesure où on peut se les payer. Oui. Or, la France ne peut pas se les payer, et depuis 1983, on commence à surendetter la France pour précisément se payer ce que les autres pays ne font plus. Oui. Et donc, on avait réussi, enfin, à expliquer à nos compatriotes. Ça a été difficile. Ça a été dur, parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations, la France bloquée. Ça a été très difficile. Le gouvernement d'Emmanuel Macron présentait cette réforme comme la réforme cardinale de son quinquennat. Il avait raison, on avait fini par convaincre encore une fois, peut-être, je dirais, contraints, mais que c'était une nécessité comme tous les autres pays qui nous entourent. Je dis bien, pour nos téléspectateurs, tous, sans exception. Et puis voilà, patatras, que pour une pseudo-stabilité, je dis pseudo parce que ça ne trompe personne, on sait très bien que maintenant le débat sur le budget va être très difficile, qui ne passera vraisemblablement pas à l'Assemblée. Donc pour une pseudo-stabilité, on a donc dit à nos concitoyens, après leur avoir dit pendant 8 ans que c'était essentiel, que c'était finalement pas si grave que ça, et qu'il valait mieux l'abandonner pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois de stabilité. Oui. Et bien voyez-vous, ça s'appelle un renoncement. Et dans le livre que j'ai écrit, les 10 renoncements qui ont fait la France, je me suis attaché à essayer de comprendre comment la France, qui est un grand pays, notre pays, que nous aimons, qui a fait des choses immenses dans l'histoire, la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Code civil, l'Union sacrée sous Clémenceau en 1914, De Gaulle qui nous permet de sortir la tête de l'eau après avoir sombré dans l'abîme des années 39-45. On a fait des choses extraordinaires. Comment aussi, il arrive aussi qu'on ait renoncé. Et je cite un certain nombre de cas où on a renoncé, on en tire une leçon. À chaque fois que la France renonce, elle en paye toujours le prix politique. Je crains que nous allons payer très cher le prix politique de ce renoncement hier. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale et parce qu'il a fallu faire des concessions au Parti socialiste et parce qu'une partie des Républicains même ont voté pour, finalement, cette loi sur la sécurité sociale. Vous avez raison, je crois qu'on peut dire du reste qu'il n'y a pas de surprise que le Parti socialiste l'ait voté, puisque, en fait, le gouvernement avait décidé de prendre, c'était son choix, je ne le critique pas encore une fois, je ne fais qu'un constat. Je comprends la difficulté, je comprends aussi l'exercice qui a été réalisé. Je sais qu'il est souligné à juste titre par certains. C'était un exercice, comment dirais-je, qui s'apparente plus du reste à l'exercice d'un chef de gouvernement de la 4e République que de la 5e République. Donc c'est pas surprenant que les socialistes l'aient voté. Au fond, c'est un budget qui a été fait pour leur donner satisfaction. Ce qui est plus surprenant, vous avez raison, c'est que les Républicains... Une partie des Républicains. Oui, une partie des Républicains, mais c'est eux qui ont fait voter finalement... Qui ont fait la différence. S'ils n'avaient pas voté pour, ça ne passait pas. Il y a 14 voix d'écart, ça veut donc dire qu'à 7 voix, ça basculé. Les 18 voix apportées par les Républicains ont fait passer ce texte. C'est donc eux, effectivement, qui, il faut le dire, là, encore une fois, sans leur jeter la pierre, mais ils l'ont fait en leur âme et conscience. J'estime qu'ils vont l'assumer, effectivement, devant les électeurs. Ils ont donc fait basculer, et c'est donc grâce à ce vote, avec d'autres aussi, mais en particulier grâce à celui-ci, qui est assez inattendu du reste, que finalement l'abrogation de la réforme des retraites a été actée. Mais je tiens à attirer votre attention sur un point. Quand Emmanuel Macron
fait sa campagne en 2016, il dit qu'il va réformer, parce que c'est une nécessité, la réforme, enfin les retraites et l'âge de départ à la retraite. Il va mettre 8 ans pour le faire. Il vient de le repousser désormais à 2028. Ça veut donc dire qu'on aura passé 10 ans à rien faire. On a passé finalement, pendant 10 ans, on a essayé d'y travailler, on a expliqué, on est revenu en arrière, et on a passé le mistigris au suivant. Oui. Eh bien, voyez-vous, d'abord, j'estime que ce n'est pas digne pour la France. 2, imaginez donc un instant ce que tous ceux qui nous regardent, nos prêteurs, la France est le premier emprunteur en euros au monde, on emprunte 330 milliards l'année prochaine sur les marchés. Imaginez l'image que l'on donne, mais pire, si vous le permettez. J'ai passé beaucoup de temps à Bruxelles, vous l'avez rappelé. Je sais l'importance de la voix de la France. Nous avons besoin d'avoir une voix qui porte. La France est un grand pays, 7e puissance économique mondiale, membre permanent du Conseil de sécurité à l'ONU, maître total de son architecture de défense et de sécurité. Nous sommes un grand pays, et encore une fois, on n'est pas un pays hégémonique. Mais la voix de la France est extrêmement importante par les temps qui courent. Là, elle est affaiblie, là ? Mais elle est terriblement affaiblie. Elle est terriblement affaiblie. On a revendiqué, on a dit, Urbi et Orbi, qu'enfin on avait réussi à faire comprendre à l'ensemble de la nation, ça a été difficile, qu'il fallait s'adapter à la réalité du monde, et notamment de la démographie qui s'affaisse en France, de l'allongement de la durée de vie. Et puis là, pour un plat de lentilles, il va dire finalement c'était pas grave, ça c'était plus important. Vous imaginez les députés quand ils vont sur le terrain, ce qu'ils vont pouvoir dire à leurs électeurs. Donc j'estime que c'est un renoncement et qu'on va le payer très cher, donc je suis triste pour mon pays. Mais vous diriez, Thierry Breton, vous dites pour un plat de lentilles, mais au fond, on vous dit, sinon, que se serait-il passé ? Démission du président de la République, élection présidentielle anticipée ? Non, vous savez, nous sommes à 5 mois des élections Il nous fallait un budget, là. Nous sommes à 5 mois des élections municipales. J'ai parlé à beaucoup de monde, beaucoup de gens viennent me parler, à droite, à gauche, partout. Il n'y en a pas un qui m'a dit qu'au fond, ils espéraient retourner aux urnes. Si vous imaginez une seconde que les socialistes étaient prêts à affronter à 5 mois des élections municipales de nouveaux électeurs, je crois que ça ne trompe personne. Et je dois dire que même dans les partis qui revendiquent peut-être également la dissolution, aucun n'a envie de retourner, et c'est bien normal, à 2 mois des élections municipales devant les électeurs. Nous sommes désormais à 14 mois des élections présidentielles. Mais vous savez, après, c'est la démocratie qui s'exerce. Un point important, le Premier ministre, c'était son choix, a abandonné l'exercice du 49.3. Le 49.3, c'est l'une des clés de voûte de l'architecture de la Ve République. C'est une erreur. Je ne dis pas que c'est une erreur, c'est ce qu'il a voulu. Mais je veux rappeler à nos auditeurs et à nos téléspectateurs que qu'est-ce que dit le 49.3 ? Bien sûr, il donne la parole au Parlement, c'est tout à fait constitutionnel. Mais dans des cas importants, lorsque le chef du gouvernement, qui lui-même hérite de sa légitimité par le président qui a été élu par les Français, c'est lui qui le désigne, donc c'est quelque part en son nom, bien entendu, qu'il s'exprime, si jamais il voit que l'intérêt général de la France n'est pas préservé, eh bien, il a la possibilité d'exercer ce 49.3. Donc l'intérêt général prime les logiques de parti. En se privant d'entrée du 49.3, alors on retombait en 4e République, et dans les travers de la 4e République, c'est ce que nous venons de vivre, hélas, parce que le spectacle que nous avons donné est absolument désolant. Et vous diriez, pour le bilan d'Emmanuel Macron à 14 mois de l'élection présidentielle, que c'était, je disais, une des réformes cardinales. C'était la réforme cardinale, il faut le dire, à juste titre. Aujourd'hui, il peut dire, bon, on est passé par intérêt supérieur, on passe dessus et on verra plus tard. Et ce sera un débat de l'élection présidentielle où on se doute que les candidats ne vont pas se bousculer pour proposer une réforme des retraites qui va être contraignante pour les salariés. Je crains que vous ayez parfaitement raison. Qui va oser aller devant les électrices et les électeurs en 2027 pour dire, écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de travailler davantage et de mettre l'âge de départ à la retraite à 64 ans, puis 65 et 67. Certains d'être battus, là. Et pourtant, quand on regarde ce qui se passe autour de nous, c'est précisément la voie dans laquelle il faut aller. Bien sûr que c'est imparfait, mais les partis politiques sont là pour corriger l'imperfection à partir du moment où le cap est donné. Le cap était donné. Alors il fallait peut-être retravailler un peu sur la pénibilité, c'est vrai, peut-être aussi sur les situations des femmes, et notamment des mères de famille, bien sûr, mais le cap était donné. Et là, le cap, eh bien, finalement, on regarde en arrière. Mais voyez-vous, si on fait les comptes, 2016, prochaine discussion 2028, il faudra encore 1 ou 2 ans. C'est-à-dire 2030. On fait une promesse en 2016, en 2030, on sera encore en train d'en discuter. Pendant ce temps-là,
Qu'est-ce que font les autres pays? Vous croyez qu'ils nous attendent? C'est pour ça que vous me voyez si attristé aujourd'hui pour notre pays. Oui. Je ne baisse pas les bras. Je sais, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, qu'on apprend... Alors, regardez, je vous le montre, les 10 renoncements qui ont fait la France. Comment on en est arrivé là chez Plomb, chez Chastel. Mais oui. Oui, j'ai voulu, et je n'imaginais pas que je serais sur votre plateau aujourd'hui à vous parler peut-être du 11e renoncement. Je ne l'appelais pas de mes voeux, vous l'avez compris, je crois. Mais en revanche, ce que j'ai... Finalement, j'allais dire ce que j'ai appris à travers cette relecture de notre histoire, où nous avons par moments renoncé, c'est aussi la France, ce qui a montré aussi des faiblesses. On renonce par lâcheté, souvent aussi dans la situation telle que nous connaissons aujourd'hui. On dit, voilà, c'est pas bien, mais ça aurait pu être pire. Mais je préserve l'instant, rien changer pour tout changer, dit le marquis de Ou pour un plat de Lampedusa. lentilles, comme vous l'avez dit. Et oui, et finalement, oui. c'est bien souvent comme ça que ça arrive. On dit, mais vous voyez, non mais je Pour suis... garder un poste, pour rester plus longtemps au pouvoir. Je ne veux pas aller jusque-là, parce que je prends que les femmes et les hommes politiques sont quand même beaucoup plus respectueux et dignes et conscients de la mission qui est la leur. Non, mais au fond, on le voit, et je vais employer des mots qui sont des mots que j'ai appris, je dirais, ou que j'ai retrouvé à travers ce parcours historique que je propose aux lecteurs. Souvent, c'est par lâcheté, souvent par faiblesse. D'autres fois, c'est par hubris. Donc c'est intéressant de voir ce qui a motivé un certain nombre des renoncements que je propose aux lecteurs dans ce parcours historique. Vous savez, pour parler aussi de nos faiblesses, j'ai parlé de nos forces. Non pas parce que je pense que la France est un pays faible, la France est un pays qui a ses forces, qui a ses faiblesses, qui a eu ses forces dans notre histoire de France, qui a aussi ses faiblesses. Et j'ai pensé qu'il était important, c'est ce que j'ai fait dans ma vie également. Quand on est chef d'entreprise, attention, je ne compare absolument pas un pays à une entreprise. Mais dès qu'on fait une erreur, on se réunit tout de suite pour dire qu'est-ce qu'on apprend de cette erreur, pour éviter qu'elle se reproduise. Dans notre jargon, on dit « lesson learned », les leçons apprises. Peut-être aussi que pour un pays, il y a un moment où il faut se dire qu'est-ce qu'on a appris de nos renoncements, de nos échecs, pour mieux rebondir. Et voyez-vous, plus j'avançais dans ce travail, j'ai mis 10 ans pour écrire ce livre, plus je me suis intéressé aussi à ce qu'étaient nos faiblesses pour mieux rebondir après, plus j'aime notre pays. Oui. Parce qu'un pays, c'est fait évidemment de force, de grandes heures, mais c'est fait aussi, quelque part, aussi, quelquefois, de faiblesses. Apprenons aussi à lire cette histoire parce que c'est notre ADN collectif également. Lisons notre ADN collectif pour ce qu'il est, et ainsi... Je suis confiant, je propose du reste 10 voies pour le rebond. On va en reparler même, mais encore un mot, parce que là, au fond, c'est l'augmentation des impôts qui va compenser finalement le coût de ce renoncement. Et ça, c'est une solution pour la gauche en particulier, qui dit au fond, on peut taxer les riches. Alors, il y a de l'argent à prendre, et au fond, la France peut encore financer au moins, là, cette année, ou jusqu'à l'élection présidentielle, le coût de ce renoncement. Cette dialectique, on l'entend depuis 1981, et je la comprends. C'est une dialectique, encore une fois, chaque parti politique a, je dirais, ses objectifs et ses objectifs principaux. Je l'entends. Mais cette dialectique, elle nous amène à quoi? Au fait que désormais, aujourd'hui, nous sommes le pays qui taxe le plus, qui a les plus hauts taux de prélèvements obligatoires de tous les pays de l'OCDE. On est déjà les numéros 1 mondiaux des impôts. Alors, bien sûr, on peut continuer si on veut. Mais vous voyez, je vais vous donner un ordre de grandeur pour vous dire que ce n'est absolument pas le sujet. La France collecte, pour faire fonctionner le pays, à travers les différentes taxes, impôts, TVA, etc., 1 500 milliards d'euros par an. La France dépense aujourd'hui, notamment pour financer son État-providence, auquel nous sommes tous très attachés, le fonctionnement de l'État, 1 670 milliards. Ça veut donc dire qu'on dépense 170 milliards de plus que ce qu'on gagne. Ces 170 milliards de plus, ça c'est en gros 5,6%, 5,5% de déficit. Je le redis pour nos téléspectateurs, 170 milliards de plus on dépense que ce qu'on gagne. L'ensemble de l'impôt, par exemple, sur les revenus, l'impôt sur le revenu de tous les Français, c'est 88 milliards. Ça veut donc dire que pour combler ce que vous m'invitez à faire, enfin vous ne m'invitez pas, mais vous me parlez de cette voie. C'est la solution préconisée par beaucoup. Et la solution, ça veut donc dire que si on voulait combler, parce qu'il faut combler, on ne peut pas continuer à vivre avec 170 milliards de déficit, ça veut dire qu'il faudrait qu'on ne fasse pas un impôt supplémentaire, mais 2 impôts supplémentaires. Ça veut dire que l'impôt sur les Français, il faudrait le multiplier par 3. Donc d'autres hausses d'impôts sont obligatoires. Donc on voit bien que ce n'est pas la hausse d'impôts. Ça veut donc dire qu'il faut évidemment regarder que dans la dépense évidemment de l'État, il y a 900 milliards qui concernent l'État-providence. C'est-à-dire la santé, le reste, tout ce qui concerne notre sphère sociale, et les retraites. Le fonctionnement de l'État, c'est 350 milliards. Ça veut dire qu'on est presque à 3 fois plus
pour l'État-providence que pour, quand je dis fonctionnement de l'État, c'est tous les ministères, etc. Donc, vous voyez, il faut commencer à s'intéresser, encore une fois, au vrai sujet. Le vrai sujet, il est là. Et faute de le faire, qu'est-ce qu'on fait? On augmente les dépenses de santé, ce qui est sans doute très important, mais on ne peut pas se les financer. Vous savez, quand on va à la pharmacie en France, vous avez un reste à charge de 1 euro. On dit que... On voulait l'augmenter, là, sur à 2 euros. En fait, oui. vous voyez, je vous dis qu'on dépense 10% de plus que ce qu'on gagne. En fait, le reste à charge, quand vous achetez un médicament, il n'est pas de 1 euro, il est de 10% du médicament. Et ces 10%, c'est quoi? C'est de la dette. Donc ça veut dire que c'est vos enfants qui vont payer 10% du médicament que vous consommez aujourd'hui. Et c'est vrai aussi pour nos retraites. Donc si vous voulez, c'est bien, oui, c'est formidable. Mais quand on dit finalement, bon, bah, c'est pas grave, on met tout ça dans la dette. Aujourd'hui, nous avons 3 400 milliards d'euros de dette. On est l'un des pays qui est maintenant le plus endetté. On peut vivre de la zone avec euro. ça? On peut vivre avec une Non, dette comme ça? on peut plus. On peut plus. Mais pour quelle raison? Parce que les Français se disent au fond, bah, on vit avec ça, c'est pas grave. Sauf qu'évidemment, l'argent qu'on nous prête, il a des intérêts. Et les intérêts, en 2029, ça va être 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros, souvenez-vous, je vous ai dit que les dépenses de l'État, c'était 350 milliards. Ça veut dire qu'un tiers de ce qu'on dépense pour l'État, pour faire fonctionner, pour payer les fonctionnaires, les professeurs, les militaires, ça va être maintenant ponctionné par nos intérêts. Voilà la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vous diriez, Thierry Breton, et vous le dites d'ailleurs dans ce livre, il faudrait imposer le déficit zéro, c'est-à-dire au fond une dette zéro. Il faudrait même faire un référendum, réformer la Constitution, pour dire on n'a plus le droit de faire du déficit. Je dis une chose, c'est qu'on est clairement un pays qui ne sait plus compter. On en est maintenant à notre 5e budget où on n'arrive pas à descendre en dessous de 5% de déficit. Encore une fois, 5%, c'est 150 milliards de déficit qui vont directement dans la dette tous les ans. On n'arrive pas à faire un budget, c'est-à-dire qu'on dépense 5% de plus. Alors on a l'impression que 5%, c'est pas beaucoup, mais comme c'est par rapport au PIB, 5%, je le rappelle, c'est 150 milliards qu'on dépense de plus. Donc aujourd'hui, évidemment, on voit qu'on n'arrive pas à se discipliner. Les Allemands, qui étaient dans une situation un peu similaire, en 2009-2010, ont décidé tout simplement de s'imposer, donc ce qu'ils appellent une règle d'or, c'est-à-dire se dire que d'un point de vue constitutionnel, pendant un certain temps, on s'interdit d'avoir un niveau de déficit. Ça, les Français seraient capables d'accepter ça. Mais personne ne le sait. Alors qu'on vient de leur montrer qu'en fait, on pouvait très bien vivre en continuant de partir à la retraite à 62 ans. Sauf que, est-ce qu'ils y croient encore beaucoup quand ils voient les chiffres désormais arriver? Est-ce qu'ils y croient encore beaucoup? Est-ce qu'ils ne voient pas que finalement, on se dit encore un moment, monsieur le bourreau? Les Français sont un peuple, et ça aussi, on le voit bien, évidemment, à travers la lecture de mon livre. Ce n'était pas la peine, du reste, de le lire pour s'en assurer. Nous sommes un peuple intelligent. Nous sommes un peuple qui comprend les choses pour peu qu'on nous les explique. Donc il faut simplement dire les choses sans animosité, sans désigner les uns les autres, sans antagonisme. Il s'agit tout simplement de dire voilà la situation dans laquelle nous sommes, et puis se donner les moyens maintenant d'y arriver. Et comme on voit que dans un régime qui va être de plus en plus parlementaire, parce que malheureusement, je dis malheureusement, en tout cas c'est la nature des choses. Le régime des partis aussi, derrière, c'est ça. Vous le dites à ma place, parce qu'évidemment maintenant on est dans un paysage politique qui est de plus en plus fragmenté. Pas uniquement en France, du reste, partout dans le monde, et surtout en Europe. Des extrêmes. On voit bien qu'en France, ceux qui n'ont pas voté cette réforme, le report de cette réforme, oui. C'est l'extrême droite et l'extrême gauche. Pas que du reste. Il y en a aussi partout, par définition, puisqu'on n'a quand même pas la majorité, on l'a vu, qui l'ont voté quand on regarde le nombre en valeur absolue. Mais ce que je veux dire, c'est que la fragmentation des partis politiques aujourd'hui va effectivement nous imposer d'avoir, je dirais, des logiques de beaucoup plus de coalition, comme on le fait dans les grands pays. On voit donc que de plus en plus, il faudra peut-être que nous ayons une discipline pendant un certain temps, qu'on décide de s'imposer. Alors, dans le cadre de cette discipline, il y a beaucoup de marge, donc ça va être un espèce de tunnel. On peut évidemment, si on est plus à gauche, avoir plus d'impôts, si on est plus à droite, demander plus de réduction de la dépense. Chacun continuera à s'exprimer, mais dans un cheminement qui est balisé. Et voyez-vous, si on commence à le faire comme les Allemands l'ont fait, c'est quand même une grande démocratie. Là, on décroche par rapport à l'Allemagne, d'ailleurs. Mais sur totalement. La question du ratio de la dette, on décroche. Mais lorsque je quitte Bercy en 2007, on avait réduit la dette de la France, l'endettement de la France, à 63%. L'Allemagne était à 67%. Je dis bien pour qu'on l'entende bien, l'Allemagne était à 67%. Nous avions réduit, nous, avec mes collègues, notamment, j'étais le patron de Bercy, Jean-François Copé était le ministre délégué, on avait réussi à baisser l'endettement de la France de près de 4 points. On était mieux que l'Allemagne. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu les mêmes crises des deux côtés du Rhin. On a eu les mêmes crises des subprimes. La France est le pays qui a le plus ouvert les vannes. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y a eu Sarkozy que vous notez mal, parce que vous dites qu'effectivement, il a beaucoup trop dépensé. Tout comme Mitterrand, d'ailleurs, vous dites que c'est les deux présidents les plus mauvais sur ce plan-là. Si vous me permettez, je ne mets pas de notes. Je veux simplement avoir des faits. C'est un livre historique. Donc, je dis simplement que j'ai mesuré
pour qu'on puisse vraiment savoir de quoi on parle. Au cours de chacun des mandats de nos présidents de la République, de la Ve République depuis Giscard d'Estaing, à combien ils ont contribué à l'augmentation de l'endettement en rythme annualisé par année au cours de leur mandat. Celui qui a le plus endetté la France, c'est Nicolas Sarkozy. Il a augmenté l'endettement de la France de 5 points de PIB, ce qui est absolument gigantesque, un quart de la dette. Il a fait pire que François Mitterrand. 2 fois plus, pratiquement, puisque François Mitterrand fait 2,4%, 2,4 points de PIB par an pendant les 14 ans. Sarkozy a fait 2 fois pire. Ensuite, vous avez Emmanuel Macron et François Hollande, qui sont tous les deux à 1,8%. Donc ils arrivent en 3e position. Tous les deux de ex aequo. Oui. Et puis après ça, ceux qui ont le moins endetté la France, c'est Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Chirac, qui ont fait 1 point de PIB par an durant... Donc le meilleur, ça a été Jacques Chirac. Et Giscard. Ils ont exactement augmenté d'un point. Il n'y a pas des notes à mettre. C'est uniquement dire que, tout le monde a eu des crises à gérer. Mais ça dépend de la façon dont elles ont été gérées. Je le dis pourquoi ? Pour qu'on apprenne, là encore, de nos erreurs, plutôt que de dire c'est de la faute aux autres. Vous prenez l'exemple, vous parlez de Nicolas Sarkozy. Entre 2007 et 2012, il y a eu la crise des subprimes. Il y a eu la crise des dettes souveraines. Mais comment se fait-il que nous, on augmente de 25 points de PIB la dette, c'est-à-dire d'un quart de la dette, c'est pendant cette période, alors que l'Allemagne ne va augmenter que de 12 points, la moitié, c'était la même crise, et que la moyenne de la zone euro, c'est en dessous de 10, points. Comment vous expliquez, Thierry Breton? Eh bien, je l'explique dans le livre. Oui, mais alors il suffit de regarder. Sur Emmanuel Macron, on l'attendait beaucoup sur cette question. C'était même un engagement. On attendait beaucoup d'Emmanuel Macron, qu'il arrive dans cette situation-là au terme de ses 2 mandats. C'est une très bonne remarque. Du reste, au début, on constate qu'il commence à le faire. Et puis après arrive évidemment d'abord la crise des Gilets jaunes. Donc, j'allais dire, on fait des chèques. Oui. C'est l'argent gratuit. En tout cas, quoi qu'il en coûte. La quoi qu'il en coûte vient après, c'est pour la crise du Covid. Donc là, c'est la crise. Alors voilà. Donc, fallait-il le faire? Tous les pays l'ont fait. Sauf que peut-être que les historiens, et je me suis placé aussi sous cet angle-là, constateront que d'autres pays ont fait un quoi qu'il en coûte aussi, important, mais ils en sont sortis plus vite que la France. La France n'en sort pas assez vite, et rattrapée ensuite par la crise de l'énergie, et donc, je dirais, le chèque de protection. Mais malgré tout, vous voyez, ça veut dire que le début du premier quinquennat, va dans le sens que vous indiquiez, puisque malgré tout, alors que François Mitterrand, lui, connaît aucune crise, il va faire exactement aussi mal, ou aussi bien, selon où on se place, que Emmanuel Macron. Donc ceux qui ont été sous le quinquennat Hollande ne peuvent pas, me semble-t-il, dire Macron, regardez comme c'est mal. Ils ont fait exactement aussi mal ou bien que Macron. Parce qu'on manque d'un discours de vérité aux Français. C'est pour ça que j'ai offert ce livre aux Français, ou en tout cas mes lecteurs, très modestement, parce que je pense qu'il est temps de regarder les choses en face. J'ai voulu le placer dans un parcours, dans un contexte historique, parce qu'encore une fois, je crois que c'est avec ce regard-là, de façon objective, sans, je dirais, acrinomie, ni même désigner, vous disiez tout à l'heure, mettre des bons points, des mauvais points. Non, je ne suis pas comme ça. Je veux simplement donner les faits pour que l'on apprenne, encore une fois, de nos erreurs. À l'école, on en parlait. À l'école, on apprend les grandes heures de la France. Moi, je vais vous citer, Thierry Breton, la révocation de l'édit de Nantes, 1685, le renvoi de Turgot, 1776, le rejet de la Communauté européenne de défense, 1954, et enfin le rejet de la maîtrise de nos comptes publics, c'est le plus récent. Donc il y a encore d'autres renoncements, il y en a 10 dans ce livre. Et alors, c'est une leçon d'histoire qui n'est pas flatteuse pour la France, au fond, et les Français aussi, finalement. Mais je pense que ce n'est pas question que ce soit flatteur ou pas, c'est ce que nous sommes. Nous sommes cet héritage. On n'est pas uniquement les grandes heures. J'ai dit du reste dans le livre à la fin, j'aurais pu écrire un livre qui s'intitulait « Les 10 rayonnements qui ont fait la France ». J'en ai cité quelques-uns. Vous avez cité Mme Adolphe Thiers, qui a maté la Commune de Paris, mais qui après va complètement rétablir les finances publiques. Et oui, il fait partie des grandes heures françaises, puisqu'entre 1871 et 1873, alors que la France a des dommages de guerre invraisemblable à payer après cette triste aventure de la guerre de 71, aux Allemands évidemment, eh bien il va dire « Je veux que la France paye, et paye bien, pour que nous retrouvions désormais la tête haute et que nous soyons de nouveau ce que nous sommes. » Donc il va payer, il va rétablir les finances, il va rembourser en 2 ans. Et trouver finalement la confiance. Voilà, donc je cite un peu tout ça, et encore une fois pour dire, vous voyez, il ne s'agit pas de donner une image négative de notre pays, au contraire, parce que derrière tous ces événements que je cite, quelque part, on s'est reconstruit. Je cite un des renoncements qui m'a aussi beaucoup interpellé. C'est le renoncement à la mer sous Louis XV. Alors que la France a constitué, je dirais,
a élargi le royaume. On appelle ça la Nouvelle-France, donc outre-Atlantique. Ça va de Bâton Rouge, donc de la Louisiane à la baie Saint-James au nord du Canada, et bien entendu au Québec, en passant par le Mississippi. C'est 40% des États-Unis d'aujourd'hui. Et la France va le faire de façon intelligente, en intégrant, en étant beaucoup plus intégratrice et attentive que l'auront été les Anglais ou les Espagnols, par exemple. Du reste, toutes les populations autochtones vont devenir des suzerains du roi, qu'ils vont appeler la Grande Montagne. Et puis, on perd la guerre de 7 ans. Et pour financer, finalement, en dommage de guerre, Choiseul, il faut toujours se méfier de certains ministres des Finances. Ministre des Finances de Louis XV va dire, Turgot en a été un excellent. Je parle aussi de sa mésaventure de tenter de réformer la France, lequel Turgot n'y arrivera pas. Et donc, 10 ans après, c'est la Révolution française. Mais pour revenir au renoncement à la mer, Choiseul va dire à Louis XV, sire, écoutez, j'ai une super idée. Plutôt que de payer les dommages de guerre, on est déjà surendetté, on était déjà surendetté. Donc, on ne va pas utiliser les deniers de l'État, qu'on n'a pas du reste. On va brader ces arpents de neige, comme disait Voltaire. Oui. Et donc, on va d'un trait de plume, on le raye. Et vous savez, donc, c'est quand même vécu comme un renoncement terrible. Imaginez seulement, bien sûr, l'histoire aurait évolué, mais l'importance que ça aurait eu, si jamais précisément on avait gardé, pendant un certain temps, évidemment, après ça, les choses auraient évolué, y compris je dirais tout simplement pour la langue française, pour ce que nous représentons. Le monde aurait été changé. Ce trait de plume, il a coûté très cher, et notamment dans notre relation aussi, dans notre relation aux autres, dans notre relation aux Outre-mer, à la relation que nous devons avoir de façon équilibrée avec une France qui n'est pas qu'une France métropolitaine. Oui. Voilà, donc je raconte un peu tout ça, et j'essaie d'en tirer des leçons également pour aujourd'hui. C'est absolument fascinant. Mais juste 2 avis complètement contraires d'aujourd'hui, Thierry Breton. On a Donald Trump qui dit la France, l'Europe, c'est perdu. Là, il vient de faire un discours terrible, évidemment. Il s'en prend à ceux qui veulent gêner finalement ou taxer les grands géants du numérique. Et puis d'un autre côté, ce matin, le gouverneur de la Banque de France qui, lui, disait à la radio, non, les taux d'intérêt ne vont pas augmenter et même la croissance pourrait être très meilleure que prévu. Donc qui a raison au fond? C'est que les Français n'y comprennent plus rien. Écoutez, d'abord, vous mettez ça, c'est pas exactement sur le même plan, si vous le permettez. Vous faites référence, évidemment, au discours de la sécurité nationale des États-Unis, donc qui est cet exercice. Oui, qui prévoit l'apocalypse en Europe. Hein. Non, il prévoit pas. Il donne la vision du monde donc des États-Unis et quelque part un peu sa feuille de route diplomatique. Donc pour les années qui viennent, donc encore les 3 années qui restent évidemment au mandat de Donald Trump. Et je reconnais, je suis avec vous que sur les 33 pages de ce document, les 2 pages qui sont consacrées à l'Europe sont assez surprenantes. Oui. Voilà, peut-être du reste dénote une mécompréhension de ce que nous sommes. Il y a une attaque frontale, évidemment, sur l'Europe et sur les institutions européennes, frontale, à mon avis extrêmement fallacieuse. Mais voilà, au moins les choses sont écrites, les choses sont dites, et on ne pourra plus dire qu'on ne savait pas. Donc, à charge pour nous d'en tirer les leçons. Et je crois qu'il faut en tirer les leçons. Vous savez, nous sommes aujourd'hui un continent, et nous sommes un continent européen, 450 millions d'habitants. On partage ensemble, et les 27 États membres qui le composent, la même vision des choses, la même vision de notre destinée. Nous sommes un État de droit. Nos règles démocratiques sont fondées sur le respect de cet État de droit et des valeurs. Voilà, c'est ce qui a fondé précisément la reconstruction de l'Europe de l'après-guerre. On est un continent qui a connu et qui a été à l'origine aussi des 2 plus grandes tragédies humaines qui n'ont jamais existé au XXe siècle et dans l'histoire. Donc pour nous, ce projet, il est né de ça aussi. On ne peut pas le rayer d'un trait de plume, ce que semblent faire ou vouloir faire ou ignorer, je ne sais pas, ceux qui ont écrit ce document. Donc il y a de l'espoir aussi, il y a de la force, comme le dit le gouverneur de la Banque de France. Alors le gouverneur de la Banque de France, il dit des choses différentes. Bon, il parle de la croissance française. Bon, on est à 0,8. Pardon, mais 0,8, on ne va pas tirer les fusées. Même si c'est 0,9 ou si c'est 1. Non, la croissance française, elle est malheureusement atone. Et on doit faire beaucoup plus. Il faut, un pays comme la France, doit se fixer comme objectif d'avoir au moins 2% de croissance. Il faut se donner les moyens de le faire. On l'a fait dans l'histoire. Pardon de parler de moi, c'était peut-être pas les mêmes temps, mais enfin quand même, on était à plus de 2%, 2,4% de croissance. Donc, ça, vous savez, et je voudrais revenir sur ce point qui me semble essentiel, parce qu'il faut résumer les choses, au fond. La croissance, j'ai été l'un des principaux
collaborateur de René Mollery. Ça a été l'un de mes mentors en politique, avec Jacques Chirac. J'en ai eu deux. J'étais très proche et de l'un, lorsque j'ai fait le Futuroscope, et que j'étais à ses côtés, et de l'autre, lorsque j'étais son ministre. Et René Mollery disait toujours, qui était aussi un ministre des Finances, disait toujours, la croissance, c'est la confiance. Oui. Eh bien, je le redis, pour que la croissance revienne dans notre pays, la première chose, c'est redonner confiance. Et comment peut-on avoir confiance en un État qui ne tient jamais ses engagements? Jamais. Depuis 2011, la France signe des traités par rapport à ses objectifs pour maintenir sa place dans le cadre de la monnaie unique. Depuis 2011, systématiquement tous les ans, l'Allemagne les respecte, systématiquement tous les ans, la France ne les respecte pas. Un pays qui ne compte pas, c'est un pays qui ne compte plus. Et pour qu'on puisse redonner, encore une fois, la confiance, la première chose, c'est que l'État dise « désormais, je réforme mes finances et je tiendrai les objectifs ». Et on arrête de dire « c'est formidable », on tire les fusées, parce que finalement, on a réussi enfin à avoir un budget, quelle que soit la nature de ce budget, 5%, 5,2%, 5,4% de déficit, c'est pas grave pour peu qu'on ait un budget. Mais voyez-vous, moi je suis de ceux qui disent « si c'est grave ». Il faut que la France retrouve la capacité de tenir et sa parole et ses objectifs. Merci beaucoup. Thierry Breton, les 10 renoncements qui ont fait la France pour comprendre comment on en est arrivé là est publié chez Plomb et Buchet-Chastel. Et Thierry Breton était notre invité. Merci beaucoup Thierry Breton. Merci.